Bonjour. Alors, petit test. C'est la première fois que je fais un live, je sais pas ce qui marche pas. Je rafraîchis ma page, je suis sur une autre caméra en fait. Hop. Alors. Ah, ça y est, ça marche. Bon. Alors, je sais pas qui vous êtes. Bonjour. Je sais pas qui vous êtes. Bonjour. J'aimerais vous montrer quelques effets en fait, quelque chose qui m'ont fait aimer la magie, qui m'ont fait aller jusque-là. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je répondrai malgré les différés. N'hésitez pas à vous présenter si vous voulez savoir qui vous êtes. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Pour commencer, la magie en fait, ce que je trouve intéressant. Ce que je trouve intéressant en magie, c'est l'histoire, le contexte. J'ai ici le livre d'un copain, Benoît Rosemont, qui pour moi est un excellent livre pour commencer la magie. Excellent pourquoi? Parce que il ne parle pas que de trucage en fait, que de tours. Il raconte l'histoire de la magie, il raconte des techniques de respiration, il raconte bien plus. Je ne vais pas vous le faire lire comme ça, vous le découvrirez peut-être. Je mettrai après les liens vers ce dont je parle pour que vous soyez au courant. On va faire un rapide résumé, rapide histoire de la magie. Moi je dirais que le premier magicien c'est celui qui l'a fait venir en fait dans les grottes, dans les cavernes. Certains peut-être m'ont déjà vu faire la danse du feu, c'est un peu mon allégorie la magie. Il avait un secret, il savait comment récupérer le feu, mais il ne voulait pas expliquer à ses copains comment est-ce qu'il faisait. Alors il a imaginé qu'il y avait une danse, et qu'à travers cette danse on jetait du bois dans le feu, et c'est comme ça que le feu continuait. Le trucage c'était jeter du bois, mais il y avait tout un enrobage autour pour dire c'est ça la magie. On verra tout à l'heure des techniques, on verra tout à l'heure de la magie. À mon sens, les techniques c'est l'illusion, la magie c'est le contexte. Après, il y a eu tout ce qui est Grèce, antique, Rome, les dieux et autres. On peut faire un gros saut jusqu'au Moyen-Âge, où les magiciens étaient des escrocs. Sur les marchés, ils faisaient des jeux où ils trichaient avec les gens. Et après, en même temps, ils les volaient, il y avait des complices et tout ça. Ensuite, on fait un autre saut jusqu'à, on va dire, le père de la magie moderne, qui s'appelle Robert Houdin. Robert Houdin, c'est lui qui a dit, avant les magiciens, c'était des escrocs, ils détroussaient les gens. Maintenant, je vais faire payer les gens pour qu'ils viennent me voir. Finalement, c'est l'inverse. Et
Et donc il a acheté un théâtre et il a fait des représentations. Depuis, maintenant, des magiciens sont dans des casinos. Alors, juste là, je vais faire un petit truc. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Est-ce que c'est bon pour vous? On me dit... Oui, c'est bon, cool. C'est vrai que j'ai pas franchement de retour. Donc, je vois ma cousine. Ça y est, je commence à voir le fil. Jules te parle et cherche Mathéo. Ok. C'est mon petit cousin qui cherche mon fils. Enfin, bisous du coup. Donc voilà, il y avait cette histoire de magie dans le temps, magie moderne. Et de là, en fait, sont devenus des artistes magiciens. Les artistes magiciens, on les a popularisés. C'est quelqu'un qui était fan de Robert Houdin, qui du coup a pris un nom de scène qui lui correspondait pas mal, qui s'appelle Houdini, un américain, qui lui a rendu la magie accessible au public. Robert Houdin a assumé le fait d'être un artiste. Houdini a dit, je vais faire venir les gens pour me voir particulièrement, je vais faire la publicité. Donc c'était en Amérique. Il y a une période aussi, à mon sens artistique, mais qui parle beaucoup à d'autres dimensions, on va dire, c'est le spiritualisme. Les personnes qui parlent aux morts, peuvent discuter comme ça, on y croit, on n'y croit pas, il y a de très bons écrits dessus, et ça relève à mon sens d'un côté théâtral qui touche les gens, donc pour moi c'est la magie. Ensuite, super bon dans l'espace, dans les années 90, donc là où j'ai grandi, David Copperfield, un américain, qui lui a popularisé la magie complètement à travers la télévision. Il a fait des séquences touchantes, divertissantes, extraordinaires. Donc là, on voit une personne à l'écran, bien sûr, mais il faut imaginer qu'il y a tout plein de personnes derrière qui ne connaissent pas forcément les secrets. Le secret est partagé entre chacun pour garder le mystère même dans l'équipe. Ensuite, il y a eu le street magic. Là, c'est la magie directement au contact des gens. Vous avez vu peut-être Chris Angel, David Blaine, aujourd'hui, ces derniers temps, Dynamo en Angleterre. Très intéressant parce que le magicien touche directement le spectateur et c'est filmé, c'est vu. Voilà. Après, un magicien, vous connaissez Eric Antoine, à la France on a le talent, il a été candidat et ensuite il est maintenant juge. À mon sens, Eric il a une super approche parce que par exemple, il y a des trucages que l'on trouve pour s'initier à l'illusionnisme, mais en même temps, c'est gamelle, c'est son histoire, qui est tout le côté humain qui, à mon sens, fait la vraie magie. Petit kiff, je sais pas si vous savez ce que c'est un CD-ROM, je sais pas si vous connaissez Adibou, mais vous commencerez pas la magie aujourd'hui comme ça. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et une autre magie, après je passe à autre chose, qui à mon sens est assez intéressante, c'est la BD. C'est un super-héros qui s'appelle Imbattable.
Et c'est magique dans le sens où l'auteur scénarise aussi les bulles. Et en fait, il y a des crossovers entre les différentes bulles pour faire la vraie magie. Et du coup, c'est le seul justicier qui vraiment utilise la BD pour sauver les gens. C'est très intéressant. Voilà. Donc, petite histoire de la magie. Vous avez compris, pour moi, ce n'est pas juste un trucage, une technique. C'est ce qu'on va travailler quand même. C'est la manière de le présenter, c'est pourquoi on veut le faire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si j'en ai perdu. Si vous aviez cette approche de la magie ou si vous pensiez à autre chose. Je vais rafraîchir la page pour voir. On va pas s'étendre plus aujourd'hui, mais quelque chose qui est intéressant à mon sens, c'est se donner une définition de la magie. Parce que si vous avez une définition de la magie, du coup, vous savez ce que vous voulez présenter et où est-ce que les trucages vont aller. Pour moi, la magie, c'est un voyage en fait. Je sépare beaucoup la tête, la réflexion, le cœur, les émotions et le plaisir. Eric Antoine parle d'optimisme, moi je parle de sourire. C'est finalement ce qu'on est, ce qui nous fait plaisir. Et du coup, la magie, ça pourrait être un voyage entre tout ça en fait. Et en parlant de voyage, j'ai ceci. Un petit bateau. Je peux vous raconter l'histoire d'un copain. Un copain qui était tout fier d'avoir acheté un bateau. Il sort du concessionnaire, tout fier. Et là, boum. En fait, il n'avait pas vu qu'il y avait un mur derrière. Et il casse le derrière de son bateau. Heureusement, un peu magicien. Hop. Il transforme l'arrière de son bateau en billet et va chez le concessionnaire pour se faire réparer tout ça. Le concessionnaire, hop, met un peu de colle. Mon copain repart tout content. Mais étourdi comme il est, il n'avait pas vu qu'à l'embouchure. Deux rochers l'attendaient. Deux rochers qui empèguent le derrière du bateau. Qui du coup se casse. Vous imaginez le copain un peu magicien, il transforme tout ça en billet. Va chez le concessionnaire pour se faire recoller la coque. Avec un bateau un peu plus petit et en faisant plus attention, il navigue, et tout d'un coup le vent se lève. Un vent un peu bizarre, comme chez nous, et coupe le haut du mât. Ça fait à mon copain juste une petite pièce, manière de sauver les meubles. Et hélas, le vent s'accentue et cette fois-ci déchire complètement le mât. Vous allez me croire, pas me croire, heureusement, il lui restait la bouée de secours qui le sauva complètement. Est-ce que cette histoire est vraie ou pas? J'ai vraiment un copain qui a un bateau et je peux vous dire que cette fois-ci, il a vraiment laissé sa chemise. Merci. Alors, une technique du coup. Une technique, c'est de l'origami, un pliage, et on en fait une histoire. Une histoire d'un copain que vous pouvez adapter ou autre. Je veux vous montrer comment est-ce qu'on fait un bateau en origami. Et après, on reprendra par tout ce qui a été fait. Donc, je disais tout à l'heure, je disais que vous pouvez prendre votre attestation de déplacement. Parce que l'idée, c'est juste d'utiliser du papier qui vous a déjà servi.
Donc hop, vous prenez une feuille, celle-là est vierge, et vous allez la plier en deux. Donc vous avez comme un petit livre, une fois, et vous le pliez une seconde fois en deux, dans l'autre sens. Donc vous avez maintenant hop, un petit livre qui tient debout. Est-ce que c'est bon? Vous aviez bien pris du papier? Oui, je vois des likes. Bon. Je reprends une page, donc pliée en deux et en deux. Très bien. Maintenant, nous allons faire un premier pliage symétrique. Donc, vous laissez les lèvres, on va parler de lèvres là, en bas, face vers vous. Donc le pli fermé sera face vers l'extérieur. Et on va plier les coins sur le centre. Donc je le fais, je vous montrerai mieux. Donc, on a notre petit livre, les lèvres en bas, et on plie d'un côté et de l'autre. Ce qui nous fait une espèce de petit avion de papier. Okay. Maintenant, on va relever les lèvres à hauteur de la carlingue de l'avion. Donc, je le fais. Donc, l'avion, on lève une lèvre, on lève l'autre lèvre. Ce qui nous fait un petit chapeau. On va ouvrir ce chapeau. Et là, les coins vont devoir se rentrer l'un dans l'autre. Donc, qu'importe si c'est dessus-dessous, dessous-dessus. Et nous avons du chapeau un cornet à frites maintenant. Maintenant, on va rabattre le haut du cornet à frites vers le centre. Comme ceci. Hop. Ce qui, pour les plus observateurs, fait un masque à FFP2 ou finalement un autre cornet à frites. On va maintenant plier ce cornet à frites comme un bec d'oiseau pour replier les bouts. Hop. Voilà. Et finalement, plie à nouveau le bas des lèvres sur la pointe. Comme ça. Le bas de la lèvre sur la pointe. Nous avons un dernier triangle qu'on va transformer en cornet à frites en ouvrant les lèvres, comme ceci. Ok. C'est là où la magie opère. Vous voyez ici, on va ouvrir comme une fleur et ça va former un bateau. Donc les lèvres sont en bas, ici. Hop. J'ouvre, ça se déplie doucement.
Je le fais doucement, hein, mais vous pouvez le faire un peu plus vite. Et nous avons le bateau. Je vais le refaire vite fait. Feuille. Plié en deux. Plié en deux. On va plier les angles, hop, vers le centre. Ça donne un petit avion. On va ouvrir les ailes, les lèvres. Ça nous fait un petit bateau. On va mettre en FFP2 frites. On ouvre. On rentre les angles. On va replier les lèvres vers le haut. Salut Jean-Yves. Coucou Julia. On va rouvrir les lèvres. Hop. Pour faire notre panne à frites. Et enfin, on écarte. Le bateau. Voilà, voilà Mathieu. Salut la famille. Très bien. Maintenant, je ne vous raconte pas l'histoire, mais je vous rappelle, vous pouvez déchirer le devant. Ça vous fait deux rectangles. Salut Dakan, de toute façon, sera disponible après et je serai toujours à temps de vous remontrer. De l'autre côté. De biais. Le petit bout. Qui forme une pièce ronde. Une ovale. Un peu plus profond. Qui forme la bouée. Et là, il vous reste à déplier complètement le bateau. Pour avoir la chemise. Ok. Ah. Juste, quand je dis illusionnisme, magie, là c'est de l'origami. Hein. C'est-à-dire que on raconte une histoire à travers du pliage de papier. Mais il y a un magicien qui s'appelle Jean Merlin. Je pourrais vous faire passer une interview après. Je vous le mettrai à la fin. Qui a une idée de faire un scénario visuel
par rapport à cet origami. Je suis entré en contact avec lui et j'ai regardé comment adapter un peu son idée. Donc, on a notre bateau. Et l'idée, c'est, par exemple, lorsque vous déchirez le coin, d'avoir dessiné des billets pour aller avec l'histoire. Autre coin. Autre billet. Le mât se déchire. On a une pièce. Un vent plus fort. On a une bouée. Et toujours pareil, cette histoire est vraie, bien sûr. Parce que mon copain y a laissé sa chemise. Voilà, donc vous pouvez prendre vos crayons. Si vous êtes patient, vous remontez le montage du schéma du bateau et vous dessinez les billets ou vous pouvez dessiner les pièces. Voilà. C'est cette idée-là de mettre toujours un degré de plus, un pas de plus, un peu plus que ce à quoi on s'attend. À mon sens, c'est important dans l'illusionnisme, dans la magie. Ok, je vais faire un refresh là pour voir où vous en êtes. J'ai compris que tout le monde n'avait pas réussi à faire le bateau comme il faut, mais du coup vous pourrez regarder le tuto soit sur internet, soit revoir cette vidéo. Alors, où est-ce qu'on en est ? Merci Julien, bisous. Ok. Une idée intéressante, à mon sens, c'est on va utiliser une technique pour tromper, mais quelle technique exactement on peut tromper ? Est-ce que c'est l'œil qui est trompé ? Est-ce que c'est la perception ? Est-ce que plus que le sensoriel, c'est le psychologique qui est trompé ? On va partir du premier principe, principe visuel déjà. J'ai ici un bouquin. J'adore les livres. Je ne sais pas si vous pouvez lire. C'est en blanc. Je me rapproche un peu. Il écrit avancez, s'il vous plaît. Et en fait, plus je m'avance, et plus le texte change. Pour lire, reculez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est magique ? Est-ce que c'est juste l'œil qui est trompé ? Une collection d'illusions d'optique. Au début, je ne comprenais pas trop le principe en fait d'une illusion d'optique. On se fait avoir, on se fait avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que même si on connaît le truc, en fait, l'œil est quand même trompé. Ça, c'est dingue quand même. Alors qu'en tant qu'illusionniste, on peut essayer des techniques et puis finalement, ça marche ou ça marche pas. Juste, j'ai mis quelques idées qui me plaisent. Alors, j'adore le street art. Et là, ce sont les fameuses lignes qu'on ne dirait pas parallèles, qu'on dirait faites un peu n'importe comment, alors qu'elles sont parallèles. On le sait, hein, on peut prendre des stylos, se rendre compte que, mais l'œil refuse de le croire. Une transformation. Vous voyez en jaune les canards, en rouge les lapins. Et pourtant, maintenant,
les canards et les lapins sont inversés. Ah oui, ça apparaît à l'envers, ouais. Il y a un effet miroir. Ok, merci Mathieu d'apprécier. Là en principe ça devrait marcher quand même. Ce qui est intéressant c'est de se dire, bon là moi par exemple qui connais l'illusion je me fais plus avoir, mais de ne pas se rendre compte que l'on est illusionné. Là vous voyez tous une dame qui pourrait être souriante. Et pourtant la photo vue à l'endroit est assez flippante. Et une illusion, j'ai gardé celle-là pour la fin parce que je me fais tout le temps avoir. Et pourtant, je la connais, je sais comment ça fonctionne. C'est cette illusion-là. Alors, c'est vrai que vous voyez à l'envers, mince. Mais quand on lit le texte, l'essentiel, pas le superflu, en fait, il a 2 fois écrit le, et chaque fois, je vois pas le premier le ou le second le. Je loupe ce passage-là. Mon esprit ne veut pas le lire, parce que je lis en diagonale. Donc, désolé, c'est à l'envers, mais vous trouverez facilement sur internet où je vous posterai des trucs comme ça. Il y en a sur mon site, je l'utilise exprès pour rappeler aux gens qu'on est illusionnaire. Donc, du coup, la perception de l'œil fait qu'on est illusionné. Je vous avais proposé de prendre une pièce. C'est une technique qui est utilisée pour une disparition de pièces. Justement, on va voir comment, d'une part, l'œil va être trompé, mais après, comment le mental va pouvoir être trompé complètement. Donc, je vous montre. C'est juste vraiment faire disparaître la pièce. Je me regarde, je vois que ça marchait. Donc, ça c'est une technique, parce que vous voyez une pièce disparaître dans cette main, forcément vous vous dites, où est la pièce? Cette main a bougé, donc vous avez compris que la pièce est restée dans cette main. Pas franchement magique. Je vais prendre une pièce un peu plus grosse, mais vous pouvez vous entraîner avec les 2 euros. Pour cette disparition, en fait, on va faire ce qu'on appelle un faux dépôt. C'est garder le pouce sur la pièce quand on la met en main gauche. Donc forcément, la pièce disparaît parce qu'elle n'a jamais été en main gauche. Ok? Très bien. Mais pour rendre cette illusion convaincante, on va rajouter des subtilités. Déjà, on va synchroniser les mains pour qu'elles aient un mouvement naturel. Je vous montre grossièrement quand on commence cette technique ce que ça donne. C'est on a la pièce et on ne sait pas trop quoi faire de la main qui cache la pièce. Et finalement, on a 2 positions suspectes. On n'est pas très convaincant d'avoir une pièce là, et on a une main très mauvaise ici qui attire le regard. Donc même si le spectateur à un moment pense que la pièce est réellement passée à gauche, en fait il va être focalisé sur le doute. Alors ce qu'on va faire, c'est s'entraîner à avoir un geste naturel. Pour ça, je vous propose de mettre la main droite face en l'air, la main gauche face en bas. Alors, je regarde juste, je crois qu'il y a des commentaires. Savoir si vous avez été trompé, si vous avez chacun votre pièce, si je continue sur l'histoire. Enfin, de toute façon, je continuerai parce que c'est mon live et je fais ce que je veux. 10 commentaires, les écritures, excellent. Bon. Je vois rien de plus, donc je vais continuer. On a une main droite face en l'air, une main gauche face en bas. Et ce qu'on va faire, on va tourner la main droite et la main gauche en même temps, dans un mouvement naturel. Boum, boum, boum.
on va s'entraîner à avoir une main droite face en l'air, une main gauche face en bas. Donc, si, il faut être à table, vous pouvez être devant votre bureau, vous entraîner après. C'est intéressant d'avoir les épaules relâchées, pas comme ça, parce que sinon ça fait suspect. Et ce qu'on veut, c'est vraiment continuer la disparition de la pièce, j'adore. Ok. Voilà, donc un mouvement relâché détendu. Ensuite, on met la pièce de côté, on ne la touche pas. On imagine juste prendre quelque chose à droite et la mettre à gauche. Et vous voyez, la main droite se retourne face en bas, la main gauche se retourne face en l'air. Un peu comme le mouvement qu'on avait fait là. Donc, je prends, je tourne et je pose. Je prends et je pose. Hop. Très bien. Bon, on reprend. Tout ça en fait c'est pour vous habituer à avoir un réflexe. Et ce réflexe doit vous aider à ne pas avoir à réfléchir par la suite quand vous tricherez. Donc, je prends, je pose. Je prends, je remets. Hop. Une main face en l'air, une main face en bas. Maintenant, je prends la pièce. Je vais réellement la prendre et réellement la poser dans ma main. Donc, je prends la pièce, je la pose réellement dans ma main. Je la reprends et je la pose. Vous voyez que j'ai toujours main droite face en l'air. Je tourne les deux mains en même temps. Main gauche face en l'air, main droite face en bas. Les deux mains ont bougé en même temps. Toujours le même mouvement. Toujours les épaules. On va maintenant rajouter un petit truc, c'est le regard. Alors, je regarde la pièce. Parce que dans ma tête, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre la pièce, la mettre à main gauche. Un petit détail aussi, alors que je ne maîtrise pas forcément parce que j'ai appris ça la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est de penser au poids du corps. Où est-ce que j'attire l'attention? Où est-ce que le mouvement va aller? Un peu comme une partie de tennis. Par exemple, je suis à droite, j'ai la pièce, je la mets à gauche. Je la mets à droite. Et sans vraiment bouger mon corps, juste mon centre de gravité, mon regard, mes épaules vont légèrement bouger dans l'histoire. Maintenant qu'on a commencé à habituer notre corps à avoir un mouvement naturel, parce que si vraiment je voulais faire disparaître une pièce, je vois pas pourquoi est-ce que je la mettrais d'une main à l'autre. Je la prendrais juste, elle disparaîtrait. On est d'accord. Là, c'est une technique qui va m'aider à aller un peu plus loin. Mais... Allez. Donc, cette fois-ci, je garde le pouce sur la pièce et je vais faire le mouvement comme ça, où la main droite va aller dans la main gauche, mais garder le pouce, et va revenir à sa place, face en bas. Donc la pièce est cachée. J'ai la pièce, hop, décontracte, main droite face en l'air, main gauche face en bas, hop. Maintenant, donc, j'ai fait mon faux dépôt à gauche, et j'ai la main droite qui cache la pièce. Donc, une manière de cacher cette pièce, un minimum convaincante, c'est ce qui s'appelle l'empalmage au doigt. L'empalmage au doigt, c'est de garder la pièce comme ça, entre la base des doigts et là, et les phalanges. Donc, là j'ai une plus grosse pièce, avec une plus petite pièce, je peux juste la caler entre mes phalanges. Mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir avoir une main naturelle. Un peu comme quand on était comme ça. Ok? Donc, ma pièce, déjà en position qui sera dans l'empalmage des doigts plus tard. Je mets le pouce dessus.
je la mets en main gauche, elle disparaît. Je vais rajouter le regard, je regarde ma pièce, je la regarde en main gauche, ça c'est l'illusion bien sûr, elle disparaît. Donc, pièce, ce que je maîtrise pas trop mais que j'aimerais partager avec vous quand même, c'est le poids du corps. Donc, mon attention est à droite, comme quoi on apprend tout le temps, hein. Mon attention est à droite, et hop là. Et en fait, c'est en allant à gauche que la pièce va disparaître. Donc c'est à gauche que ce sera intéressant. Droite, et elle disparaît à gauche. Du coup, j'ai une technique d'un côté et un effet magique de l'autre. L'œil différencie et ça différencie aussi à l'intérieur. Pièce. Voilà. Je vais attendre un peu, rafraîchir pour voir où vous en êtes. Ne me dites pas qu'il y en a encore qui se demandent comment on passe du cornet à frites au bateau, dans le piège du bateau. Et bon. Alors. Je vois pas forcément les commentaires qui apparaissent. N'hésitez pas à m'envoyer des MP, je peux les lire moi depuis l'ordinateur. S'il y a des questions, si vous voulez que je revienne sur quelque chose. Ok, donc, pièce. Disparition. Intéressant. Beaucoup de magiciens ont une baguette magique. À quoi peut servir la baguette magique ? Je n'ai pas de baguette magique sur moi, il me faudrait juste un stylo. Bon, ça ne trompe personne. Donc, allez, j'ai une pièce. Et je peux faire disparaître cette pièce, juste d'un coup de baguette magique. À quoi m'a servi le stylo ? Finalement, le stylo m'a donné un prétexte à avoir une main pas forcément naturelle. Là, ma main droite est immobile, n'attire pas forcément le regard, mais une pièce disparaît à gauche, vous êtes toujours tenté de regarder à droite. Là, la pièce est disparue à gauche et la main droite est naturelle. Dans le stylo, je peux faire une pirouette. Évidemment, la pièce est en empalmage. Petite subtilité. Après, on peut enchaîner sur ça. Un autre magicien qui est passé à incroyable talent, qui s'appelle David Stone, a toute une routine, c'est-à-dire un enchaînement de techniques, de pièces, qui s'appelle le stylo porte-monnaie. Évidemment, plusieurs magiciens ont leur version. Mais du coup, vous pouvez partir d'une technique et avec un accessoire, aller un peu plus loin. Toujours un peu plus loin, un pas de plus, un degré de plus. Ce qui, à mon sens, fait la magie. Donc, on peut par exemple avoir une pièce, la faire disparaître et la retrouver, hop, dans le capuchon. Je ne développe pas aujourd'hui cette phase parce que ce serait trop long, mais de l'autre côté, vous pouvez vous entraîner à faire disparaître la pièce, montrer vos mains vides, ouvrir le bouchon. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est la théâtralisation.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert le bouchon, c'est de ne pas lâcher la pièce de suite. C'est par exemple faire croire qu'elle est bloquée. Hop. Disparition complète. Allez. Et une dernière idée. Hop. Stylo dans la poche. Pardon. Donc, par exemple, faire disparaître la pièce. La retrouver sous le coude. Réessayer, mais cette fois-ci un peu plus dur. Il faut toujours que ce soit un peu plus dur. Ça, c'est dans la scénarisation. Donc, un peu plus dur, c'est avec le stylo magique. Et la pièce disparaît complètement. Donc, vous avez compris, en fait, je profite de prendre le stylo pour lâcher la pièce dans la poche. Ce qui me permet de finir ce qu'on appelle le clean. Ok. What else? Comme dirait Georges, je crois que ce sera tout. Je vais faire le partage de la page, voir où vous en êtes, si c'est bon pour vous. Allez. On va dire que c'est bon. Juste dernière. Donc, mouvement naturel. Prendre. Hop. Prendre. Reposer. Prendre. Garder. Le regard. Et même, on va mettre un peu le poids du corps. Une idée aussi, pour terminer intéressante, c'est d'habituer le spectateur au mouvement. Maintenant que je l'ai fait plusieurs fois, en fait, la dernière fois est plus surprenante. Je vous laisse méditer sur ça. On va poser la pièce et partir sur notre histoire. J'aime bien, lorsque je fais un atelier, parler du tour de mon cousin. Le tour de mon cousin, c'est comment est-ce que j'ai appris une technique de carte, vraiment la première technique que j'ai apprise, et je l'ai un peu transformée en magie. Je vous montre. Ce sera la dernière chose. Ensuite, je répondrai aux questions si vous voulez, ou je posterai des liens pour vous parler de Jean Merlin, un peu de théâtre, pourquoi pas de Benoît Rosemont. Petit jeu de cartes. Donc, on va imaginer que c'est interactif. On va imaginer que vous êtes vivant juste devant moi. Et ça commence comme ça. Ce que mon cousin m'a montré il y a quelques années de ça. Donc vous dites stop. Ici. Ok. Bon là c'est nul parce que je vois le retour, mais admettons que. Et je vais retrouver votre carte. C'est ça. Bravo. Alors, si j'étais pas en condition live avec une caméra face à moi, comment est-ce que j'aurais pu retrouver votre carte? Tout simplement avec ce qu'on appelle une carte clé. La carte clé, c'est une carte que moi je connais, que vous ne connaissez pas. Je vous montre. Vous dites stop. Stop. Lorsque vous regardez cette carte, moi je regarde la carte qui est ici.
ben, finalement face à moi. Donc la technique de la carte clé, c'est connaître la carte qui est juste au-dessus de la vôtre. Vous dites stop. Enfin, vous coupez d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé de savoir faire ça. Vous coupez. Vous regardez cette carte. Moi, en reposant, je regarde celle-là. Je ne sais pas quelle est votre carte, mais je sais juste que quand j'irai à mon as de pique, votre 3 de carreau sera juste après. Principe de la carte clé. Donc là, j'ouvre des portes un peu qui sont déjà ouvertes. Vous avez peut-être tous un cousin, un tonton qui vous a expliqué ce principe. La première fois que vous avez fait avec le roi de cœur, peut-être que vous avez fait waouh, mais non, en fait, après vous avez dit ah, mais oui, je connais, c'est normal. Ok, donc, stop, vous regardez cette carte. Ok, d'accord. Moi j'ai mon 5 de pique, donc c'est le roi de cœur. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de mettre une couche de théâtre par-dessus. Une idée? Est-ce que vous connaissez Poker Face de Lady Gaga? Moi j'adore, ne serait-ce que d'imaginer Poker Face. Et Poker Face, c'est une technique en fait, quand on est au poker, qui fait que on reste impassible. On ne montre pas nos émotions. Voilà. C'est pas très rigolo, mais au moins ça permet de ne pas donner à l'autre quel est son jeu. Maintenant, je vais te demander d'être Poker Face. Juste, je vais te faire choisir une carte, tu dis stop. Celle-là par exemple. Ok. Pas. On peut mélanger, couper, qu'importe. Et juste, je vais passer les cartes. Et en passant les cartes, j'aimerais que tu sois Poker Face. C'est-à-dire que tu ne montres pas quand tu vois ta carte. Donc je passe les cartes comme ça. On imagine bien sûr que vous êtes face à moi, que je peux vous voir. Poker Face, ouais. Là, j'ai l'impression que votre carte est passée, mais que vous ne l'avez pas montré. Surtout ne dites rien. Ne dites rien. Toujours Poker Face. Attention. Il me semble. Oui. Que c'est par là. Que c'est par là que vous avez un petit quai. Juste la bouche. Comme ça. Petit AVC, mais pour me préciser que votre carte était par là. Donc, je vais faire un pari. Je parie que la prochaine carte que je retourne, c'est votre carte. Check. Check. Évidemment, je retournais la bonne, celle que vous avez vue tout à l'heure. Alors, est-ce que vous voyez comment juste la couche de théâtre rajoute un plus en fait à la technique, même la cache d'une certaine manière. Donc technique la même, évidemment. Au stop, hop, moi je regarde mon 7 de pique, vous regardez votre 9 de cœur. On coupe, en fait il ne faut pas mélanger parce qu'il ne faut pas que le 7 de pique et le 9 de cœur se séparent. Donc voilà. Ensuite, je fais un premier passage. Moi j'arrive à mon 9 de cœur. À mon 7 de pique, pardon. Là, je sais que cette carte est la vôtre. Mais je fais, moi aussi je reste Poker Face, je dis rien. Voilà. Maintenant que la carte est passée, je dis ah, peut-être que en fait la carte est passée, j'ai vu, t'as tiqué, tout ça. Donc je prétexte pour repasser les cartes une seconde fois.
Je vais attendre mon 7 de pique. Maintenant, je sais que votre carte, c'est le 9 de cœur. Mais je vais faire exprès de continuer de distribuer les cartes, en laissant une petite séparation là, entre les cartes. Quelques cartes passées, je vais faire croire au spectateur que je me suis trompé, faire un pari, ce qui va faire encore plus rentrer dans le tour de magie, sachant que je suis censé perdre. Je dis la prochaine carte que je retourne, c'est votre carte, ta carte. Il sait très bien que c'est pas possible parce que la carte est déjà passée. Évidemment, je sors la carte que j'avais laissée de côté, qui est la sienne. Je la retourne pour de vrai. Et j'ai gagné mon pari. Voilà. Une couche de magie, à mon sens, sur une technique qui est la carte clé. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va voir. Je vais faire un refresh, on ne sait jamais. Hein, Xavier, je me demande quand tu peux bosser et être là. Alors, donc, je vous rappelle qu'on est en confinement, je vous rappelle qu'on s'occupe comme on peut et qu'il y a des personnes qui sont au travail pour les gens qui en ont besoin. Donc on les embrasse, on pense pour eux. Juste, petit exercice, quelque chose qui peut être super intéressant. Je vous explique aujourd'hui quoi faire et peut-être qu'un jour quand on en parlera, si vous êtes bien entraîné, ça vous servira. Dans un jeu mélangé, savoir retrouver le plus rapidement une carte. Moi par exemple, j'aime beaucoup le 8 de cœur, parce que pour moi c'est l'infini amoureux. Donc du coup, je vais chercher le plus rapidement possible le 8 de cœur dans le jeu. Il est là. Ça paraît bête, hein, mais donc un jeu mélangé, un jeu voilà, très bien. Et n'importe laquelle, par exemple le 7 de carreau. Je regarde. Et l'idée c'est de trouver le plus rapidement le 7 de carreau. Donc il a été la seconde carte, donc il m'a fallu passer tout le jeu. Je vous explique pas quel est l'intérêt. Je vous dis juste, entraînez-vous. Prenez un jeu, mélangez-le, coupez-le. Prenez une carte au hasard, par exemple l'as de pique. Et vous allez chercher le plus rapidement possible l'as de pique dans le jeu. Voilà pour moi. Voilà, c'est le petit exercice. Vous faites avec, vous verrez, ça peut donner plein d'idées. Alors, petit récap. On a vu un bateau avec une histoire. On a vu une technique sans histoire. On a vu une histoire, Poker Face, avec la technique de la carte clé. Si vous avez des questions, si vous avez autre chose, vous pouvez me contacter en privé. On en reparlera. Je vais juste mettre en commentaire quelques liens intéressants, à mon sens. On fait du théâtre en magie, c'est très important. Je dis magie-jeu d'enfant, parce qu'à mon sens, si on n'a pas cette âme d'enfant un peu, je pense à rien à part m'amuser, on ne peut pas forcément réussir. Notre corps toujours parlera technique, donnera des warnings et tout ça. Une idée, c'est de s'entraîner justement à avoir des mouvements naturels pour quand on triche, après être détendu, comme le ferait un enfant finalement, insouciant de tout. En théâtre, une phrase intéressante, c'est si près, 606 près. Donc je vous l'ai écrite. N'hésitez pas à la lire, relire, dire à voix forte,
vous mettre très loin et crier cette phrase, votre micro, à la personne qui est en face de vous. Ça soulage, ça fait un peu mal aux oreilles, mais en même temps, ça améliore notre diction, ce qui est assez intéressant. Côté perception, parce qu'on est dans les phrases, il y a ce message qui est assez intéressant. Je laisse un peu de temps pour la lecture. Une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. La seule chose importante est que la première et la dernière lettre soient à la bonne place. Le reste peut être dans un désordre total et vous pouvez toujours lire sans problème. C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un tout. Je ne m'étais pas entraîné, promis. Peut-être que vous l'avez lu aussi rapidement que moi. À voir. Je rafraîchis la page là. Je me vois en train de ranger le jeu. C'est pas gagné. Hop. Ouais, super. Coucou Hello, coucou la famille de Cognac. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est en anglais, mais ça vaut vraiment le coup d'être vu. Une petite vidéo du jeu de la carte qui change de couleur. Vous la regarderez tout à l'heure. Même s'il parle anglais, passez outre si vous ne comprenez pas. Regardez juste ce qui se passe. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est hyper intéressant. Et ça montre comment une technique mise dans un enrobage peut devenir vraiment magique, faire passer un message. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, si je dis que c'est la magie jeu d'enfant, donc cette histoire de relâchement, je vous invite juste à regarder des vidéos de capoeira. Là j'avais sélectionné une vidéo de gosse avec des petits exercices, mais vous trouverez de très belles vidéos. Ça peut être chorégraphié, donc ça peut être très artistique. Si vous voulez vous y mettre pour commencer, vous verrez, c'est pas du tout aussi beau que ce qu'on le pense, mais ça reste intéressant. Voilà, ça fait 1 heure que je parle. Merci d'avoir regardé, merci pour vos interactions. J'espère que vraiment que vous portez bien. Prenez soin de vous, amusez-vous et gros bisous. Bye.